Bon, la vidéo ne s'est pas lancée, donc je pense que Julie, tu peux démarrer directement. Voilà. D'accord, très bien. Bonjour à toutes et à tous. Alors, on commence ce 32e webinaire d'IF Prof sur un petit souci technique apparemment, mais c'est pas grave, ce sont les aléas du direct. Nous avions prévu de vous montrer la petite vidéo habituelle d'IF Prof, mais j'imagine que les habitués la connaissent déjà par cœur, donc pas de souci, on va tout de suite entrer dans le vif du sujet. Je vous donne donc la bienvenue pour ce 32e webinaire IF Prof qui est consacré aujourd'hui à la thématique lutter contre l'insécurité linguistique et numérique, des ressources clés pour les apprenants et les formateurs. Alors, ce webinaire s'adresse en particulier aux professionnels accueillant des publics hétérogènes adultes allophones n'ayant pas été scolarisés, les publics qu'on appelle alpha ou en situation d'analphabétisme, donc des apprenants lecteurs-scripteurs, ou bien des personnes en situation d'illettrisme qui ont été scolarisées mais n'ont pas acquis la pleine maîtrise des compétences de lecture-écriture, et donc qui proposent un accompagnement pour la prise en main d'outils numériques à destination de ces publics en insécurité linguistique ou en insécurité numérique. Voilà une introduction un petit peu longue sur la thématique d'aujourd'hui, mais qui est une thématique un petit peu particulière. Il était donc important d'apporter ces précisions. Je suis Julie Fournier, chargée d'appui aux communautés d'enseignants à l'Institut français de Paris, au pôle langue française et plurilinguisme. Et je suis accompagnée sur cette séquence par Adeline Godel, qui agit dans l'ombre et que je salue. Pour ce webinaire, j'ai le plaisir d'accueillir des partenaires de France Éducation Internationale, représentés ici par Agnès Foyer, chef de projet formation Belk. Bonjour à tous. Des partenaires de la Cité internationale. Voilà, merci Agnès. Partenaire de la Cité internationale de la langue française, représenté ici par Jean Souvigné, chargé de formation. Ainsi que 4 participantes du BELC, de l'université formation BELC, qui s'est tenue en novembre dernier à Villers-Cotterêts et qui a rassemblé des formatrices et des formateurs qui travaillent dans le domaine de l'alphabétisation, de l'illettrisme, de l'insécurité linguistique et numérique. Je nomme ici Anne-Cécile Couder de l'association Emmaüs Connect à Paris, Rosa Spitaleri de l'Institut des langues du Luxembourg, qui est un organisme national de formation. Formatrice évaluatrice chargée d'accompagnement à l'association, à l'accompagnement des structures, à l'association Langue et Communication, ainsi que Aurélie Carreno-Nicolas, qui travaille au Greta de Bretagne occidentale, qui est un organisme de formation professionnelle. Voilà, je les remercie à la fois pour la qualité des ressources qu'ils et elles. Alors, l'objectif de ce webinaire est de vous présenter une boîte à outils commune qui a été constituée dans le cadre du séminaire de formation BELC organisé à la Cité internationale de la langue française. Il s'agit d'une banque de ressources disponible gratuitement sur Padlet. On va vous mettre le lien dans l'espace de discussion et qui va vous être présentée donc par nos différentes intervenantes. Une ou deux indications techniques habituelles avant de laisser le micro et d'entrer dans le vif du sujet. Donc, ce webinaire est bien enregistré. Il sera accessible en rediffusion sur IF Prof, mais également sur la chaîne YouTube de l'Institut français, relayé également probablement par nos intervenants. Il pourra donner lieu à des attestations pour celles et ceux qui le demanderaient via la boîte de messagerie d'IF Prof. Et si vous avez des questions concernant la banque de ressources, la méthodologie qui a été mise en place pour la constituer ou les outils qui sont présentés, eh bien, vous pouvez utiliser l'espace questions en bas à droite dans le chat ou bien le chat directement. Nous garderons quelques minutes à la fin pour y répondre. Voilà, je vous remercie pour votre attention et sans plus tarder, je passe la parole à Jean Souvigné. Merci Jean.
Merci Julie. Donc rapidement pour un peu planter le décor concernant la Cité internationale de la langue française qui a été ouverte au public depuis le 1er novembre 2023 et donc c'est un nouveau lieu culturel dédié à la langue française et à l'intérieur de cette cité il y a un parcours de visite sur le thème de la langue française, l'aventure du français, il y a de la programmation artistique, c'est également un lieu de résidence, c'est également un lieu de formation. Tout ça à l'intérieur du château de Villers-Cotterêts, château Renaissance bâti par François Ier, qui a été complètement restauré pour l'occasion. Et donc à l'intérieur de ce château Renaissance, le Centre des Monuments Nationaux, France Éducation Internationale et le ministère de la Culture via la délégation générale à la langue française et aux langues de France se sont réunis pour créer un nouveau BELC, un BELC d'un nouveau genre qui était dédié aux acteurs de terrain qui œuvrent quotidiennement pour le développement d'une plus grande autonomie linguistique et numérique. Et donc la première édition, qui s'est déroulée du 20 au 24 novembre dernier, a réuni une cinquantaine de professionnels et bénévoles qui venaient de la France métropolitaine, qui venaient des Outre-mer, notamment la Réunion, mais également de la francophonie. On a eu des participants du Cameroun, de Côte d'Ivoire, du Mali, du Maroc, de la Belgique et du Luxembourg. Donc ces trois entités se sont réunies pour créer vraiment ce BELC unique, ce BELC Cité internationale de la langue française qui s'est intitulé Vers l'autonomie linguistique et numérique. Et cette très grande formation a pu être créée grâce à ces trois partenaires, mais également avec l'appui de l'Institut français, du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, de l'Agence nationale de la lutte contre l'illettrisme, l'ANALCI, et du Centre ressources illettrisme et électronisme de l'Aisne. Donc voilà, pour plus de détails concernant la cité, l'Institut français a la gentillesse de nous laisser un webinaire le 21 février prochain, 21 février prochain, où nous pourrons présenter plus en détail ce qu'est cette cité et toutes les activités que vous pouvez faire à l'intérieur. Mais pour le moment, je vais laisser la parole à mes collègues. Ok, donc c'est à moi de prendre la parole. Merci beaucoup, Jean. Voilà, tout à fait, Agnès. Ok, j'ouvre juste mon petit PDF. Oui, donc moi, pour rentrer un peu plus en détail, comme vous le disait Jean, la formation a rassemblé environ 50 personnes et il y avait 3 parcours de formation proposés, donc toujours autour des thématiques de l'alphabétisation, autour de l'illettrisme et autour de l'électronisme. Donc, il y avait 2 parcours proposés pour les formateurs, avec 15 personnes chacun dans chaque parcours. Le parcours 1 était dédié à l'enseignement de la lecture-écriture à des publics hétérogènes. Donc, il s'adressait à des formateurs qui intervenaient auprès de publics allophones, donc qui ne parlent pas français. Et les objectifs étaient de présenter des démarches pour accompagner l'entrée dans l'écrit et gérer l'hétérogénéité en formation. Voilà. Et puis, le second parcours, qui s'intitulait « Lutter contre l'insécurité linguistique et numérique », était divisé aussi en 2 parties. Donc, ce parcours s'adressait plus à des formateurs qui interviennent auprès de publics en situation d'illettrisme. Et les objectifs, c'était justement, à travers la formation, de pouvoir développer l'autonomie des apprenants grâce aux outils numériques et de sélectionner des ressources et d'intégrer le numérique dans les pratiques de l'enseignant. Voilà, donc vous pouvez voir les formateurs qui intervenaient sur ces parcours-là. Donc je salue Mathias, Victorien et Virginie s'ils nous écoutent. Et puis là, on va se concentrer plutôt sur le parcours 3, puisque le parcours 3 rassemblait des coordinateurs et des formateurs de formateurs qui, contrairement aux autres formateurs et aux autres parcours, rassemblaient uniquement des personnes qui travaillaient en France métropolitaine, mais aussi à La Réunion. Et bien, ce parcours rassemblait des formateurs de différents pays francophones. Et l'idée, justement, c'était d'élaborer une boîte à outils commune pour lutter contre l'insécurité linguistique et numérique. Donc, tous les 19 participants
qui faisaient partie de ce parcours ont dû mener une réflexion autour de la lutte contre l'insécurité linguistique et numérique dans leur contexte et mutualiser les pratiques, les ressources qu'ils connaissaient pour constituer au mieux cette banque de ressources qui pourrait être utile dans différents contextes francophones. Voilà, donc le parcours 3 était animé par Aurore Barraud qui n'a pas pu être là, mais que l'on salue bien aussi si elle peut nous suivre. Et donc la méthodologie appliquée par Aurore et par les participants, c'était en fait une formation recherche et action. Donc ils ont ensemble formulé des critères communs qui vous seront présentés plus tard pour analyser et si vous voulez pour pouvoir présenter les différents outils numériques qu'ils connaissaient ou qui leur ont été présentés. Ensuite, ils ont défini un cahier des charges et ils se sont répartis le travail en petits groupes en fonction de leur contexte, de leur intérêt et des outils qu'ils connaissaient pour donc justement analyser ces produits, ces outils existants et pouvoir aussi ajouter une réflexion autour de ces outils et même créer, eux, des ressources en croisant les différents outils. Et tout ça, ça vous sera présenté plus en détail tout à l'heure. Et puis, en fait, l'objectif étant de créer une banque de ressources accessible à tous, eh bien, on a décidé de créer ce Padlet. Et puis, il a été également rédigé un document de synthèse ou un document, en tout cas vous pourrez le retrouver aussi dans le Padlet qui vous sera présenté, où apparaissent les grands principes qui ont guidé toute la démarche et tout le travail des participants de ce parcours 3. Voilà, donc comme je vous le disais, le produit final, c'était une banque collective de ressources. Alors, je voudrais juste attirer, moi, avant qu'on vous présente cette banque de ressources, puisque vous êtes tous là pour ça, c'est de vous dire que cette banque de ressources, évidemment, elle est non exhaustive, parce que c'était pas l'idée et que ça existe aussi. C'était plutôt justement de choisir en fonction de critères bien précis des outils, de les répertorier aussi selon une logique qui vous sera présentée. Et puis, il faut savoir que certains documents du Padlet restent parfois à finaliser parce que déjà, les participants du parcours 3 ont travaillé comme des fous pendant toute la semaine et il y a certains documents qui restent encore peut-être à terminer. Et puis aussi, il y a des rubriques qui sont amenés à être complétés en fonction des retours aussi qu'on aura sur le Padlet. Donc, n'hésitez pas. Après, vous pouvez pas déposer directement les ressources, mais vous pouvez nous faire part aussi de vos suggestions, comme ça a déjà été le cas d'ailleurs juste avant l'organisation de ce webinaire. Et donc, on a pu compléter le webinaire avec des rubriques, enfin, ou des outils complémentaires présentés. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Et donc, si jamais vous avez des questions aussi sur le BELC Villers-Cotterêts et sur tous les aspects pédagogiques, vous aurez le contact aussi, les contacts ici. Voilà, je laisse la main. Merci beaucoup Agnès pour cette présentation du contexte et merci à Jean également. Je vais maintenant passer le micro aux participantes du BELC justement qui vont vous présenter plus en détail le contexte, la méthodologie et la structure du Padlet et qui vous présenteront ensuite quelques ressources spécifiques. Je laisse donc le micro à Élodie pour nous parler justement du contexte d'élaboration et pourquoi cet outil a été choisi. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Voilà, pour débuter un peu cette présentation,
Il me paraissait important de vous expliquer comment on avait pu cheminer tout au long de cette semaine du BELC et notamment donc avec cette commande, ou en tout cas ce projet initial qui était donc la conception d'une boîte à outils commune avec des outils pour les publics en situation d'illettrisme, en situation d'alphabétisation, et puis pour à la fois donc pour les publics en situation d'illettrisme, mais aussi d'alphabétisation, comment on se saisissait du numérique avec, pour et par les publics reçus. Tout d'abord, on a pu, dès les premières heures, en fait, redéfinir ensemble le projet, ce qui était assez appréciable. D'une part, alors pour s'adapter aux réalités du public accueilli, qui est en tout cas, lorsqu'il est allophone, n'a pas forcément un niveau A2 pour... enfin voilà, c'est ce qui était au début fixé, de s'adresser à des publics qui avaient atteint ce niveau A2, et la réalité de terrain est que l'on reçoit des personnes qui n'ont pas atteint ce niveau et qui pour autant n'ont pas des années à passer en formation, et qui, voilà, à qui il faut aussi partager, voilà, cette alphabétisation et ces techniques de l'écrit. Donc très vite, en fait, cette boîte à outils, on s'est rendu compte aussi qu'elle était existante. Il n'y a pas pléthore d'outils pour ce public, pour ces publics. Donc il y avait déjà un excellent travail qui avait été fait par le CRI PACA, mené par Aurore Barraud déjà. Et donc voilà, cette boîte à outils, elle a été étoffée, en tout cas en termes vraiment d'outils, de support, elle a été étoffée grâce à une grille critériée qui vous sera présentée. Voilà, mais très vite, ce dont on s'est rendu compte, c'est que ce qui pouvait manquer, et très modestement, on a essayé de pallier ces manques. C'est perfectible, et on pourrait continuer le travail indéfiniment, mais voilà, ce qu'on s'est dit, c'était que ce qui pouvait manquer, c'était à la fois, en fait, comment on prenait en main ces outils, plutôt sur le versant méthodologique. Et donc, voilà, on a essayé de créer des documents en ce sens, avec l'idée aussi d'harmoniser nos outils qui nous servaient de cadre, de référentiel, et puis de donner de la visibilité et de réfléchir, de mettre en commun en tout cas la réflexion qui avait cours dans toutes nos structures, et qui concerne en fait un nouveau champ un peu de réflexion entre le numérique et le linguistique. C'est des réflexions que l'on a tous et toutes dans nos structures, mais avec assez peu de visibilité, assez peu d'outils encore. Il y en a quelques-uns qui se trouvent dans le Padlet et qui sont très très bien faits, mais voilà, c'était l'idée de donner aussi cette visibilité au travail qui était fait autour de ces deux champs, et qui créait un nouveau champ disciplinaire. Et puis, donc, on a été confronté aussi à des difficultés. Donc, il faut savoir qu'on venait d'horizons très divers, donc dans un contexte international, avec voilà, nos camarades et nos collègues qui venaient du Mali ou bien du Cameroun, voilà, nous faisaient part aussi de leurs difficultés de terrain pour l'accès à une connexion Internet. Donc, voilà, il y a une prise en compte aussi du contexte international en fonction des outils numériques qui ne peuvent pas être utilisés partout. Et puis, nous étions aussi amenés à recevoir un public très très divers dans nos pratiques quotidiennes, hein, des francophones en situation d'illettrisme, des francophones en situation d'alphabétisation, des allophones avec des niveaux divers à l'oral, en difficulté de l'écrit du fait d'une petite scolarité, ou bien en situation d'alphabétisation car non scolarisés antérieurement, non lecteurs-scripteurs,
ou encore voilà, des personnes qui avaient affaire à des apprenants pour qui le français était une langue de scolarisation. Donc voilà, on avait des horizons très divers, des définitions aussi, puisque en France on utilise illettrisme qui n'est utilisé qu'en France et par exemple nos collègues belges utilisent alphabétisation pour ce que nous on va appeler alphabétisation et illettrisme et puis encore dans les pays francophones on va pouvoir parler de littératie. Donc voilà, on avait c'était le défi de pouvoir aussi conjuguer toutes ces particularités et tout et les horizons divers dont nous venions. Donc 4 groupes de travail se sont dessinés une fois tous ces constats posés. Donc un qui a pu travailler autour des cadres, qu'ils soient pour l'illettrisme, le numérique ou bien l'alphabétisation, avec un travail un peu un travail critique autour de ces cadres qui existent, avec des points de vigilance qui ont été soulevés. Un deuxième groupe de travail qui a travaillé sur la méthodologie d'un déroulé de séances, et puis qui sera présenté un peu plus tard. Un groupe de travail également sur les points de contact entre voilà, le linguistique et le numérique et comment imbriquer ces 2 aspects au sein d'une même activité et avec quelles questions au préalable, quelles questions il faut se poser au préalable, ça vous sera aussi présenté. Et puis il y a eu un travail aussi qui a été fait sur les outils de quiz et quelles modalités on peut choisir pour atteindre quel objectif pour conforter les apprenants voilà, sur le chemin de la littératie. Je terminerai donc en disant qu'on a choisi l'outil Padlet, qui est un outil collaboratif, accessible et gratuit. Et pour nous, c'était le critère qui nous paraissait, le fameux critère qui nous paraissait essentiel pour agréger ce travail voilà, qui a été réalisé pendant cette semaine. Voilà, j'en ai terminé. Je laisse la parole, il me semble. Je redonne la parole, en tout cas. Ouais, merci beaucoup, Élodie. Et je passe la parole maintenant à Rosa Spitaleri qui va justement vous montrer le tableau d'analyse et les critères communs qui ont été retenus. Voilà, donc bonjour Rosa, du Luxembourg. Voilà, bonjour du Luxembourg. Donc Julie, tu nous montres s'il te plaît le Padlet, parfait. Donc vous trouverez dans le Padlet, dans la 3e colonne donc la boîte à outils du formateur et de la formatrice, une grille qui est critériée, prête à l'emploi, qui est là pour analyser les outils pédagogiques en alpha et en illettrisme. Voilà. Donc, comme vous le voyez, hein, nous avons complété cette grille qui a plusieurs entrées. Non, pardon, Julie, ce n'est pas la bonne, ce n'est pas le bon document, mais on va le retrouver donc dans la 3e colonne de la boîte à outils sur le Padlet. En tout cas, dans le tableau, vous pourrez trouver les entrées comme voilà. Oui. Donc, vous voyez la boîte à outils, formateur. Donc, on descend un petit peu, on scroll. Non, oui, c'est pas le. Non, ça c'est le 2e document que je vais présenter. Bon, ça c'est les aléas du webinaire, ce n'est pas grave. Donc le premier document se trouve vers le bas. Donc vous voyez. Encore. Oui, voilà, c'est ça. Une grille critériée d'analyse des outils pédagogiques. Parfait, merci beaucoup. En alphabétisation et en illettrisme, elle est prête à l'emploi. Donc les entrées sont l'accès à l'outil. Le profil, donc vous voyez enfin, vous le voyez, nous avons, en tout cas, sélectionné des outils principalement gratuits. Nous avons complété cette grille. Ensuite, vous voyez que nous avons réfléchi sur le profil des publics, le niveau ou le degré, la visée, hein, qu'elle soit sociale ou professionnelle, les objectifs d'apprentissage clés et les modalités d'apprentissage. Voilà.
Enfin, les 2 derniers points étaient les points de vigilance à avoir avant de sélectionner un outil numérique et notre petit plus à répertorier dans cette grille. Voilà, vous pouvez l'utiliser pour sélectionner des outils qui vous paraissent intéressants. Et voilà pour moi. Donc, je passe la main. Merci Rosa. Anne-Cécile? Oui, bonjour. La structure du Padlet de la navigation. Oui, donc je vais partager mon écran, Julie. Donc, on a eu un petit aperçu de ce Padlet grâce à la présentation de Rosa. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de regarder un petit peu plus en détail. Est-ce que ça diffuse bien? Oui. Comment on l'a construit? Donc, il y a 6 rubriques. Il y a une première rubrique qui est l'intro. Donc, si ça vous intéresse d'en apprendre sur notre démarche, pourquoi on a fait ça, le contexte. Si vous voulez nous contacter aussi, vous avez nos contacts pour poser des questions. Et puis, les principes, quelques principes méthodologiques, donc le comment de ce Padlet. Ensuite, on a 5 catégories que vous voyez à l'écran. Donc, il y a des cadres de référence et outils de positionnement. Donc, Élodie va nous en présenter un tout à l'heure. Il y a la boîte à outils à destination des formatrices et formateurs, dont vous avez eu un aperçu à l'instant. Vous avez la boîte à outils plutôt à destination des apprenants, mais côté apprentissage linguistique. La boîte à outils pour les apprenants, mais plutôt côté numérique. Et finalement, une catégorie qu'on appelle les cadeaux numériques, que je vous montre tout de suite. Donc, c'est des petits trucs, des petites astuces, des sites qu'on aime bien, qu'on partage avec vous, voilà, qui peuvent être utilisés dans le cadre de cours, d'ateliers ou partagés avec vos apprenants pour créer voilà, des ressources interactives, ludiques. Voilà les 5 grandes catégories. Et si on va dans le détail de la lecture de ce Padlet, vous verrez qu'il y a un code couleur. Donc, vous avez des rubriques comme les premières que vous voyez en jaune. Ça, c'est notre rapport, c'est ce que nous avons créé dans le cadre de cette semaine de recherche-action. Et vous avez des rubriques en blanc. Et ça, ce sont des liens qu'on met vers des travaux qui ont déjà été brillamment réalisés par le passé. Donc, vous pouvez regarder, là, on a les degrés de maîtrise des compétences de base de la NLCI. On a l'outil de positionnement de la NLCI EVA. EVA COP, c'est la NLCI aussi. Le référentiel de l'UNESCO. Donc, ouais, vous avez un certain nombre d'éléments qu'on a rapportés en fait suite à de la veille qu'on a remis dans le Padlet. Et avant de donner la main donc à Élodie qui vous présente les cadres et référentiels, je me remets sur la catégorie. Non, j'y arrive pas. Excusez-moi. Je me remets. Voilà. Je passe la main. Voilà, merci beaucoup Anne-Cécile pour la structure de ce Padlet. Voilà, donc on rentre maintenant sur la présentation de quelques outils, 4-5 outils, à commencer par les cadres de référence et outils de positionnement qui vont nous être donc présentés par Élodie. D'accord, alors je reprends la main. J'ai partagé donc ici le Padlet et effectivement, donc je vous présente ce document qui se veut donc être
un panorama des référentiels et des outils de positionnement. Donc, ils sont à la fois des choses qui existent et puis il y a un travail aussi de mise à jour. Je vous présente rapidement la structure du document et ce qu'on peut y trouver, également comment naviguer dans ce document, et je m'attarderai un peu plus sur l'outil LASLIAM, qui est un nouveau cadre de référence au niveau européen pour l'alphabétisation et qui est de plus ma spécialité. Donc voilà, le document est construit ainsi. On a une partie qui est dédiée en fait aux tests de positionnement qui permettent d'évaluer lors d'une première rencontre des apprenants et puis voilà, de déterminer peut-être un parcours de formation. Et puis on a des référentiels qui concernent les publics en situation d'alphabétisation, d'illettrisme, et des référentiels sur les compétences numériques qui permettent donc d'objectiver ces positionnements et qui servent de cadre. Donc on peut donc naviguer ainsi dans le document. Donc voilà, je peux vous montrer. Donc ici, à chaque fois, on peut entrer dans chaque catégorie. Je vais commencer peut-être par vous présenter le travail qui a été fait autour des référentiels d'inclusion numérique. Donc notre collègue d'Emmaüs Connect a travaillé sur une comparaison de ces référentiels, donc un tableau comparatif donc que vous voyez là, qui s'affiche et qui voilà, qui met en regard donc ces 4 référentiels et puis qui les analyse avec ces questions. Donc qui est le public concerné, qu'est-ce que on y trouve, pourquoi, comment on y accède, quels sont les points de vigilance, et puis ces référentiels aussi, elle a intégré des tests de positionnement que l'on peut retrouver en ligne pour les compétences numériques. Et puis donc elle a ajouté le référentiel des compétences clés en situation professionnelle qui se base sur le référentiel de l'ANLCI de 2003 et avec ces mêmes questions. Et donc vous retrouverez ici des plateformes qui permettent d'évaluer les compétences de base et numériques en milieu professionnel. Donc voilà, ça c'est un travail assez riche que vous pourrez consulter concernant le numérique. Donc voilà, hop, si on appuie ici, on revient à la page précédente. Concernant l'illettrisme, en termes de référentiel, on retrouve ici le lien vers le référentiel ANLCI. Donc voilà, vous retrouvez sur le site de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, et puis avec donc les 4 degrés qui positionnent les personnes en situation d'illettrisme. Je vous laisserai aussi aller voir. Concernant les positionnements pour ce public, les tests de positionnement pour le public en situation d'illettrisme, j'attire votre attention donc sur 2 diapos qui se trouvent dans le Padlet aussi. Donc il s'agit de 2 plateformes qui sont propulsées par l'ANLCI. La première, c'est EVA, qui permet donc ici, comme vous le voyez, donc vous pouvez y accéder via ce lien qui permet un pré-positionnement numérique et puis des compétences, des compétences transversales, cognitives, compétences de base. Et puis vous retrouvez aussi donc EvaCob qui se trouve ici sur le Padlet, juste en dessous de Eva, également avec un lien qui permet d'accéder à la plateforme et cette plateforme donc d'évaluation des compétences de base en lecture, compétences mathématiques et cognitives, qui sont donc des plateformes gratuites mais qui nécessitent un contact, une prise de contact avec la NLCI.
et une petite formation pour les utiliser. Je reviens donc sur ce document pour m'attarder, comme je vous le disais, un peu plus sur les publics en situation d'alphabétisation, avec ce document donc qui a été réalisé avec une collègue, cette fois-ci du CAVILAM, donc qui met en regard, selon voilà cette frise, les différents référentiels. Donc ne figure pas ici le CECRL de 2001, mais en tout cas l'ajout de 2004 qui concerne le niveau A1.1. Qui a été publié en 2004 au niveau seulement de la France et non pas européen, et qui voilà, s'adressait déjà, en tout cas permettait de répondre avec des descripteurs qui correspondaient à un public peu ou pas scolarisé, avec 3 paliers pour atteindre le niveau A1.1, qui était un premier niveau, en tout cas un niveau intermédiaire, avant ce premier niveau A1 du CECRL. Donc c'est un référentiel qui peut être acheté auprès de l'éditeur Didier. Si l'on revient en 2020, le Conseil de l'Europe a publié un volume complémentaire qui prend en compte ce niveau pré-A1, donc qui correspond au palier 3 qui était décrit dans le A1.1, c'est-à-dire que les personnes sont voilà, en maîtrise ont une maîtrise une petite maîtrise de la lecture et de l'écriture. Et donc, voilà, sont décrits dans ce pré-A1 les compétences pour atteindre, encore une fois, ce niveau A1, et cette fois-ci au niveau européen. Et dans ce cadre, on trouve aussi des ajouts de compétences, enfin des échelles de descripteurs, que sont la médiation et l'interaction en ligne. Vous avez aussi le lien vers ce module complémentaire d'un certain nombre de pages, donc je vous laisse vous amuser avec ça. Et puis donc je terminerai par l'ASLIAM, en fait, qui est le dernier référentiel sorti en 2022, qui est le fruit d'un travail d'experts sur 6 pays européens qui ont défini des critères et qui ont été encore un peu plus loin que ce qui existait précédemment, et qui détermine 4 paliers avant d'arriver au niveau A1. Donc ce niveau A1 se retrouve englobé dans le palier 4 décrit dans l'ASLIAM, donc qui décrit vraiment en fait les compétences techniques, vraiment de littératie technique et de conscience langagière auxquelles les paliers que doivent parcourir les personnes en situation d'alphabétisation pour maîtriser la lecture, l'écriture, dans des contextes pragmatiques, toujours bien sûr. Alors, à ce jour, le guide est simplement en anglais, donc vous avez le lien vers l'ASLIAM qui vous ramène vers un site internet, le site internet du Conseil de l'Europe. Vous pouvez le consulter en anglais. Là encore, c'est un certain nombre de pages. Nous avions pour objectif de mettre à jour des fiches que nous avions réalisées à Langue et Communication, qui étaient des fiches mémo de chaque niveau. Nous en avions identifié, nous, puisque c'est un travail antérieur qui date de 2017, nous en avions identifié 3 paliers. Donc, il faudrait revoir un peu notre copie en ajoutant un 4e palier et puis en mettant à jour avec. Donc, ça, ce sont les paliers décrits par l'ASLIAM. Et on vous a remis tout de même ces fiches, ces fiches mémo qui datent donc de 2017, qui ont été mises à jour en 2022, mais qui sont encore à actualiser et puis à augmenter d'un palier qui représente le palier 4. Concernant les tests de positionnement pour ce public en situation d'alphabétisation, il y en a 3 qui ont été
voilà, il y a le lien vers 3 tests de positionnement, alors qui ne prennent pas en compte cette nouvelle terminologie LASLIAM, puisqu'elle est assez récente et ces tests sont antérieurs, mais en tout cas, il est fait mention dans le test d'évaluation du réseau Eiffel. Donc, vous avez le lien vers le site internet et le test, qui sont à chaque fois composés de supports de tests, de fiches d'accompagnement pour l'évaluateur ou l'évaluatrice et d'une grille d'évaluation qui prend en compte pour le réseau, en compte pour le réseau Eiffel les personnes en situation d'alphabétisation, ou en tout cas ce qui est appelé Infra A1. Le guide de France Terre d'Asile est aussi très complet, composé de supports de test, d'un guide de l'évaluateur, de l'évaluatrice et de fiches mémo. Plus, ce qui est intéressant, c'est qu'il existe une fiche diagnostic sur les profils en situation d'alphabétisation. Et puis enfin, le lien vers le positionnement de lire et écrire, donc cette fois-ci nos collègues belges qui ont un test voilà, qui est très, très, très complet, donc une prise en main qui peut être, enfin voilà, un temps de prise en main qui peut être assez conséquent pour des formateurs ou formatrices, mais qui est assez riche et qui cette fois prend pour échelle des niveaux qui vont de 1 à 5, avec des descripteurs pour chaque niveau. Donc voilà, dans nos j'arrête le partage pour conclure en disant que voilà, il n'existe pas encore de tests de positionnement qui prennent en compte ces descripteurs, et puis voilà, nous aimerions poursuivre ce travail avec la mise à jour de nos fiches mémo, mais voilà, c'est un travail assez conséquent et qui se fera peut-être sur le long terme. Voilà, je vous remercie. Désolée, j'étais un peu longue et je passe la parole. Merci beaucoup, Élodie. Non, pas du tout trop longue. C'est vrai que c'est important de prendre du temps, hein, justement, sur la question du positionnement. On sait que c'est un travail au long cours, mais en tout cas, on vous remercie pour cette présentation très complète. Et maintenant, Anne-Cécile va vous présenter un autre type de ressources de la boîte à outils Apprenant Numérique. Oui, donc je reviens parmi vous pour vous présenter le fruit du travail effectué avec 4 autres collègues durant cette semaine au BELC, que vous trouverez dans l'onglet boîte à outils Apprenant Numérique, et qui est une description des compétences transversales à mobiliser quand on propose une activité en ligne. Donc, l'idée qu'on s'est posée, puisque dans ce groupe, on était des professionnels du milieu de l'illettrisme, du français langue étrangère, de l'alphabétisation ou du numérique en ce qui me concerne. Et on a essayé de réfléchir aux compétences transversales qui étaient mobilisées lorsqu'on faisait voilà, une activité en ligne. Si on allait sur Internet, quelles compétences ça mobilisait auprès de nos apprenants, quelles compétences aussi étaient requises pour que l'activité se passe bien, parce que vous l'avez sûrement expérimenté, mais bon, il ne suffit pas de se dire « Ah, on va faire un quiz en ligne pour faire l'évaluation du cours et tout va bien se passer ». Il y a quand même quelques prérequis. Donc, on a réfléchi à ça. Le tableau que je vais vous présenter, bien sûr, n'est pas exhaustif ni complet, mais c'est une première étape de réflexion. Et ça permet aussi d'envisager la présence du numérique au sein de vos cours et de vos ateliers comme un outil, mais aussi comme un moyen de travailler sur des compétences autres que numériques, ou d'intégrer le numérique dans l'acquisition de certaines compétences transversales. Donc, je ne passe pas plus de temps et je vous montre donc ce tableau. On l'a divisé en 3 catégories pour faire la recherche sur des compétences. On s'est intéressé d'abord au site Internet, que ce soit sur ordinateur ou smartphone. On s'est intéressé aux applis, donc l'apto smartphone, et aux quiz et exerciceurs. Donc, vous voyez à l'écran le partage. Donc, on a pris par exemple un site d'apprentissage de langue. Là, l'exemple, c'était TV5 Monde. Et vous avez dans la colonne B
Donc, les compétences numériques qui sont mobilisées. Donc, quand je vais sur le site de TV5 Monde, qu'est-ce que je fais comme acte numérique? Je peux faire une recherche avec mots-clés, j'utilise un navigateur, j'utilise le clavier, la souris, je me repère sur une page Internet, je peux éventuellement télécharger une appli et je peux régler les paramètres du son du smartphone ou de l'ordinateur si je veux écouter une vidéo. Pour chacune de ces compétences numériques, il y a des compétences transversales qui vont être mobilisées. Donc, pour faire une recherche avec mots-clés, par exemple, bien, il y a une compétence de lexique. Si la personne, par exemple, ne parle pas français ou ne comprend pas les mots de la page Internet sur laquelle vous allez, même si elle sait super bien naviguer sur Internet, elle aura probablement du mal à se repérer. Ça implique aussi d'identifier donc le noyau sémantique d'une proposition, de pouvoir recopier ou retranscrire orthographiquement des mots, des groupes de mots, de pas faire d'erreur lorsqu'on sélectionne, quand on inscrit les mots dans la barre de recherche. Identifier aussi l'espace d'écriture. Si on tape sur le clavier mais qu'on n'est pas dans le champ de recherche, on n'arrivera pas à faire cette recherche. Donc, on a réfléchi à toutes ces compétences, puis vous les voyez. Donc, encore une fois, ce n'est pas exhaustif, mais un petit peu ce qui est mobilisé. Donc, utiliser la souris, il faut se repérer et prendre des repères dans l'espace. Voilà, vous avez un certain nombre d'éléments. Et puis, en se basant sur le référentiel qui est utilisé par le site Les Bons Clics d'inclusion numérique, on a essayer de chercher à quel niveau de compétences numériques cela correspondait. Donc, notamment, utiliser un navigateur, ça correspond plutôt à un niveau intermédiaire, alors que utiliser le clavier, utiliser la souris, c'est plutôt des compétences qui sont acquises dès le niveau débutant, dès les débuts de l'apprentissage du numérique. Donc, on a fait le même exercice sur le smartphone. Donc, comme vous voyez, on n'a pas complété la colonne D. Voilà, c'est la preuve que c'est un exercice en perpétuelle progression. Et puis, on a fait l'exercice aussi sur les quiz exerciceurs. Donc, pareil, quelles sont les compétences transversales mobilisées? Quels sont les niveaux de compétences numériques? Et en fait, l'idée, c'est, ce ne sera jamais exhaustif et puis forcément, on ne peut pas penser à tout, mais ça peut vous donner des pistes de réflexion pour éviter justement de vous retrouver en difficulté au moment où vous voulez intégrer du numérique dans vos cours ou ateliers. Et par ailleurs, ça vous permet aussi d'envisager d'intégrer le numérique qui aujourd'hui fait partie de nos vies et des vies de nos apprenants dans vos cours, parce que grâce au numérique, on travaille tout un tas de compétences au-delà des compétences numériques. Et le dernier onglet, on a commencé à réfléchir à quelques outils de renforcement ou de remédiation numérique pour le coup. Donc, le site des Bons Clics que je citais tout à l'heure, qui est un site d'inclusion numérique avec tout un tas de modules en e-learning qu'on peut faire aussi en atelier ou en individuel. Sur l'apprentissage du numérique, ordinateur et smartphone. Il y a son équivalent belge, 1, 2, 3, Digit. Les cahiers du débutant, donc ce sont des exercices qui permettent de pratiquer la souris, le clavier, et PMTIC, qui est une autre ressource d'activité sur l'outil numérique, ou tout simplement certaines applications natives des ordinateurs ou des smartphones, le jeu du solitaire, qui par exemple permet de travailler la motricité fine et le glisser-déposer, et le démineur, clic gauche, clic droit. Voilà. En plus de s'amuser, on peut travailler sur la motricité. Donc voilà pour cet outil que donc, vous retrouvez dans la boîte à outils Apprenant numérique. Et Julie, je rends le micro. Oui, merci Anne-Cécile. Nous allons découvrir un autre outil qui s'appelle Duplex, qui va nous être présenté par Aurélie Carreno-Nicolas.
Alors, bonjour à tous et toutes. Donc, en effet, je vais vous présenter une démarche de l'ANLCI qui s'appelle Duplex et qui vise à permettre l'accès aux compétences numériques au public qui se trouve en situation d'illettrisme. Donc là, sur le document que je vous partage, j'ai remis pour information les chiffres de l'illettrisme et de l'électronisme en France. Et donc, le public qui est visé par cette démarche de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, c'est le public qui va cumuler en fait les deux difficultés et qui très souvent se retrouve exclu des apprentissages numériques parce qu'on estime qu'il faut d'abord passer par une formation sur les compétences de base, donc en français, éventuellement en mathématiques. Donc, la démarche de la NLCI, c'est vraiment à partir du constat de cette double exclusion, de se dire qu'il faut sortir d'une logique de prérequis et ne pas imposer une formation en français pour l'accès au numérique, étant donné que la maîtrise du numérique aujourd'hui revêt un enjeu essentiel, comme on le sait, que donc il faut faciliter l'accès à ces apprentissages à toute la population. Donc ça, c'est vraiment le point de départ de la démarche, sortir d'une logique de prérequis. C'est quelque chose qui, pour les formateurs numériques notamment, peut être assez contre-intuitif. On peut avoir d'abord envie de leur dire « apprenez le français, c'est essentiel ». Mais en fait, on va se servir du numérique pour amener les personnes vers d'autres apprentissages. Voilà. Et ça va permettre également de capter un public qui ne serait pas forcément allé de toute façon vers un apprentissage du français ou des mathématiques, du calcul, de le capter et de pouvoir comme ça l'amener éventuellement vers la formation ou en tout cas lui permettre de répondre à ses besoins. Donc, la démarche, elle va passer dans un premier temps par un travail d'adaptation et de simplification des supports. Si on veut que des personnes en situation d'illettrisme puissent avoir accès à des formations numériques, évidemment, il va falloir repenser l'approche pédagogique. Donc ça, c'est un point important de la démarche. Et elle va permettre également de développer les compétences qu'on appelle embarquées dans les outils numériques. En fait, c'est les compétences transversales que vient de vous présenter Anne-Cécile. L'idée, c'est de se dire que quand on utilise l'outil numérique, on aborde d'autres compétences. Donc, ça peut être des compétences de lecture, des compétences d'écriture, des compétences mathématiques, de se repérer aussi dans l'espace. Donc, une fois qu'on a pris conscience en tant que formateur et formatrice de ces compétences, on va pouvoir créer des séquences intégratrices qui vont permettre de les travailler quand on traite un objectif qui est dans un premier temps numérique. Pour illustrer avec un exemple très simple, si je travaille avec un apprenant l'utilisation d'un outil d'itinéraire type Google Maps ou Mappy, eh ben, je vais pouvoir travailler en même temps la lecture de plans, le calcul horaire, etc. Voilà, donc ça, c'est un point très important de la démarche Duplex. Un autre point important, c'est le fait d'adopter une approche par les usages, donc de répondre vraiment aux besoins et aux pratiques des apprenants, plutôt que de leur dire on va apprendre tel outil, puis tel outil, puis tel outil sous forme de programme. Hein, là, on va leur dire de quoi vous avez besoin et à partir de là, on travaille directement sur ce dont ils ont besoin, en favorisant aussi une approche avec différents supports, donc smartphone, téléphone, oui, tablette, etc., et en leur permettant d'apporter leur propre matériel, hein, dans l'idée de partir vraiment de leur pratique. Donc ça, c'est les principaux éléments de Duplex. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui sont déjà faites. La démarche Duplex, vraiment, sa particularité, c'est de systématiser ces pratiques qu'on peut avoir ponctuellement, de les systématiser et de les travailler ensemble. Et donc ça donne les 4 piliers de la démarche Duplex. Donc l'accompagnement humain spécifique dans la prise en compte des difficultés, notamment des personnes accueillies, le travail sur les compétences intégrées, les contenus et services simplifiés et le contexte stimulant de situations apprenantes qui est permis notamment parce qu'on part des usages des personnes. Sur le site de la NLCI, vous allez pouvoir avoir plus d'informations sur la démarche Duplex, donc qui, comme son nom l'indique, est une démarche et non pas une méthode. Donc en fait, la NLCI a formé en 2022 un vivier de formateurs dont vous allez pouvoir retrouver la liste ici.
Et ces formateurs sont désormais chargés de former eux-mêmes à la démarche duplex. Donc, il s'agit soit de former des formateurs qui eux-mêmes vont être ensuite avec des apprenants, ou alors de former ou de sensibiliser des médiateurs numériques qui sont aussi amenés à travailler avec des personnes potentiellement en situation d'illettrisme. Ensuite, l'idée, une fois que ces formateurs de formateurs seront formés, c'est que créer les séquences en se basant sur la démarche duplex et les piliers que je viens de vous présenter. Sur le site de la NLCI, vous allez trouver de la documentation aussi sur la démarche et sur les chiffres liés à l'illettrisme et à l'électronisme en France. Et vous trouvez également ici des exemples de séquences de formation. Si vous les consultez, ça vous permettra d'avoir une vision un peu plus concrète. Et donc, ces séquences de formation s'inspirent de la démarche et des piliers que je viens de vous présenter. Voilà. Et je vais du coup repasser la main. Oui, merci. Et nous allons avoir une dernière présentation. Alors, merci beaucoup Aurélie. Et je passe donc la parole à Rosa pour une dernière présentation que vous trouverez dans la boîte à outils formateur et qui va parler des scénarios simplifiés et de la méthodologie numérique. Oui, donc voilà, nous mettons également à votre disposition un exemple de fiche méthodologique pour une unité d'apprentissage pour rentrer dans l'écrit, notamment donc bien sûr via une tâche actionnelle, une tâche qui est centrée sur les besoins du public. Bien entendu, cette méthodologie suit des phases pour avoir une certaine progression. Elle devrait être toujours utilisée, quel que soit le public, mais elle est bien sûr adaptable. Par exemple, sur cette fiche, vous verrez que nous utilisons des outils numériques, mais comme l'a dit une de mes collègues, suivant les contextes, on peut utiliser aussi des documents papier. Donc, on commence bien sûr par un accueil. Alors, ce sont parfois des banalités, mais on accueille le public. Il y a une mise en route qui est faite. On annonce l'objectif et le programme de la séance, ici, qui est celle de compléter un formulaire sur un site connu pour s'inscrire dans une administration, par exemple, une administration pour trouver un travail ou la CAF. Donc, voilà. Donc, on vous met tout à dérouler avec des exemples. Vous pourrez les lire sur le Padlet dans la colonne 3 pour les outils du formateur pour qu'il puisse programmer sa séance, organiser sa séance. Ensuite, il y a une phase d'anticipation pour faire émerger le vocabulaire utile avant le travail sur le document même qui est le formulaire d'inscription. On ne rentre pas tel quel dans le document, sinon le passage à l'écrit va être difficile et on se retrouve face à un échec. On aide nos apprenants et nos apprenantes à rentrer dans l'écrit. On lui fait découvrir le vocabulaire grâce à des outils. Ça peut être un formulaire où on cache des informations, on leur demande qu'est-ce que c'est comme document, quelles informations on peut y trouver. Et donc voilà, on part vraiment des connaissances des apprenants pour rentrer dans le document. Après cette phase d'anticipation, voilà, on scrolle un petit peu. Voilà, il y a bien sûr la phase d'observation du document, donc c'est le document de compréhension orale ou de compréhension écrite. Ici, c'est le formulaire. Il y a une compréhension générale qui écrit pourquoi faire, où, dans quelle administration, et une compréhension détaillée avec des questions du type quel est le prénom de Monsieur Schmitt. Voilà, c'est une reconnaissance des numéros, par exemple, liées à des informations personnelles. Voilà. Ensuite, après, une fois qu'on a travaillé sur la compréhension du document, du formulaire, via la phase de transfert et ensuite la phase de conceptualisation pour aider les apprenants à mémoriser le vocabulaire de l'identité et de l'état civil. Donc, vous trouverez sur la troisième colonne des outils numériques, donc des applications qui sont pour la plupart gratuites, qui sont ludiques pour les apprenants, bien sûr,
suivant leur profil, vous pourrez compléter ou adapter cette fiche. Donc, bien sûr, une fois qu'on les a aidés à conceptualiser le vocabulaire, grâce à par exemple, à des cartes mentales ou des jeux de mémoire, on passe à la phase de systématisation pour s'approprier le vocabulaire de l'identité d'état civil. On peut utiliser des flashcards, alors par Canva ou Learning Apps, ou on peut les créer sur support papier. Et enfin, bien sûr, là, c'est la dernière phase, la phase de création. Suivant votre public, on fait compléter un formulaire. Il peut y avoir aussi un objectif numérique, celui de naviguer sur Internet. Si le profil ne le permet pas, on peut donc mettre directement la page de l'administration pour que les apprenants puissent compléter le formulaire en ligne. Ça peut être bien sûr fait sur document papier. Voilà, c'est un déroulé qu'on vous propose pour organiser une séance complète autour d'un objectif clair de la vie quotidienne pour la motivation de l'apprenant. Voilà. Merci. Voilà, merci beaucoup pour tous ces outils très riches et très intéressants. Alors, ce webinaire touche à sa fin. Voilà, je vous rappelle que ce qui a été présenté aujourd'hui est un échantillon que vous pouvez retrouver dans le Padlet qui vous avait été présenté. Nous vous invitons à explorer ce Padlet de long et de large pour vous l'approprier. Voilà, je rappelle, comme il a été indiqué par Agnès au début du webinaire et par les différents intervenantes, que c'est une boîte à outils qui sera encore affinée et enrichie, mais qui en tout cas a le mérite de rassembler en un endroit unique et d'ordonner de nombreux outils utiles pour les professionnels qui travaillent dans le domaine de l'alphabétisation, de la lutte contre l'illettrisme, également l'insécurité linguistique et de l'insécurité numérique. Voilà, donc merci beaucoup pour nous avoir présenté tout ça. On n'a pas beaucoup de questions dans l'onglet de discussion de ce webinaire, mais néanmoins une qui nous a été remontée, c'était de savoir peut-être pour Agnès qui contacter si on souhaite ajouter des ressources à ce Padlet, sachant que voilà, ce Padlet a été constitué lors du BELC de novembre 2023. Je ne sais pas si Agnès, tu as des éléments. Oui, je peux vous communiquer une adresse et je voulais ajouter juste que justement là vous parlez de Doc en stock ou Pop Alpha, etc. Là, c'est vrai que on n'a pas tout présenté et j'avais oublié de dire aussi qu'il y a eu des interventions en plus lors de la semaine pour présenter des projets ou des outils comme par exemple l'outil J'apprends de langue plurielle qui est intégré dans la ressource dans le Padlet mais qu'on vous a pas présenté là, mais c'était aussi l'occasion, ces présentations d'outils comme la débrouille numérique, etc., de les intégrer à ce Padlet. Et pour répondre à la question, vous pouvez nous écrire. Alors, je vais vous donner l'adresse tout de suite, mais je ne l'ai pas. Attendez, si vous pouvez, je vais juste rechercher l'adresse. Agnès, pendant que tu cherches, je voudrais aussi signaler Ouais, tu peux la mettre dans l'onglet discussion. Signaler aussi que voilà, parmi les commentaires, il y a d'autres ressources qui ont été proposées du réseau Alpha par Irina Elena Damachin, donc voilà, avec les liens vers le site internet, et également par Stéphane Guindet avec des ressources libres de droit du site linguistique-numérique.fr et voilà, un webinaire qui sera proposé sur ces thématiques. Donc, voilà, n'hésitez pas à remonter le fil de discussion pour trouver les liens vers ces sites et vers ces ressources complémentaires.
Pour ma part, je vous indique également que sur IFProf, alors IFProf, c'est vrai que c'est plutôt une plateforme qui regroupe majoritairement des enseignants de français langue étrangère, hein, au sens classique du terme. Il y a néanmoins un certain nombre de ressources et de plus en plus qui ont été publiées par des contributeurs d'IFProf sur les thématiques qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, je vais vous en mettre une sélection dans l'onglet de discussion. Et puis, n'hésitez pas également à publier sur IFProf des ressources que vous souhaitez partager avec la communauté. Voilà, Agnès, peut-être que tu as eu le temps de retrouver l'adresse. Voilà. C'est bon, je l'ai retrouvé. Je l'ai posté normalement dans la conversation. Est-ce que vous l'avez reçu ou... Non. Là, je ne la vois pas. Alors, attendez, je vais la renvoyer. Est-ce que c'est bon? Voilà, ça y est. Belk, c'est ça. Donc, je vais la donner oralement. Belk-du-6 site, CITE, @france-éducation-internationale.fr. Mais peut-être que c'est quelque chose qu'on peut retrouver sur la page du Belk, dont j'ai donné le lien. Voilà, oui, aussi. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que n'hésitez pas, parce que c'est ce qui s'est passé par exemple pour une collègue justement, Anna Catan, qui a travaillé sur le projet sur les outils avec J'apprends de langue plurielle. Par exemple, elle a vu que dans notre Padlet, il est, si vous voulez, le document qui était la cartographie qui était mise en ligne n'était pas forcément actualisée, donc elle a fait un commentaire sous cette cartographie pour nous dire mais attention, vous pouvez directement cliquer sur le lien de langue plurielle et la cartographie sera toujours actualisée comme ça. Donc n'hésitez pas aussi à travers les commentaires sur le Padlet, de nous faire part de, par exemple, si vous voyez un outil intéressant, vous pouvez dire, ah oui, moi je connais cet outil-là, à travers les commentaires, vous pouvez très bien enrichir le Padlet aussi. Très vous voyez, bien. Vous ne pouvez pas intervenir. Pardon, Julie, oui, je voulais dire, vous ne pouvez pas directement dessus. Ouais. Oui, mais vous pouvez, dans vos commentaires, faire les suggestions. Ça sera même sans doute le plus efficace. Mais vous pouvez aussi très bien nous écrire à l'adresse pour vos suggestions que nous pourrons ajouter. Voilà. Très bien. Bah, merci beaucoup. En tout cas, c'est un très bel outil collaboratif, vraiment très riche, très intéressant. Donc, encore une fois, un grand merci. C'est un vrai plaisir pour nous, pour IFProf et l'Institut français, voilà, d'avoir pu présenter cet outil qui a été, je le rappelle, donc mis en œuvre dans le cadre du Belk organisé par France Éducation Internationale. Je vous remercie toutes et tous avec voilà, une mention particulière pour Agnès Foyer qui nous a aidé vraiment à organiser ce webinaire. Jean Souvigné également, chargé de formation à la Cité internationale de la langue française. Et puis les participantes du Belk qui ont eu la gentillesse de présenter à la fois le Padlet et les différentes ressources. Aurélie Carreno-Nicolas, Anne-Cécile Couder, Rosa Spitaleri, Élodie Véniel. Merci beaucoup pour vos présentations très inspirantes. Merci également aux contributeurs pour les ressources complémentaires qui ont été proposées dans l'onglet de discussion. Nous vous donnons rendez-vous alors en mars pour un prochain webinaire thématique. Je ne vous dévoile pas encore la thématique, mais on sera plus sur des thématiques culturelles. Voilà, n'hésitez pas à contribuer toujours sur la plateforme IFProf et je vous donne également rendez-vous aux côtés de Jean pour une présentation spéciale de la Cité internationale de la langue française de Villers-Cotterêts sur IFProf également. En attendant, portez-vous bien, bonne continuation et merci à toutes et à tous pour votre attention.